Donc, je vais vous accueillir officiellement dans cette conférence de clôture qui va être prononcée par Stéphanie Tremblay. Je vous accueille dans cette conférence de fermeture et c'est à moi que revient en fait le plaisir, l'honneur et le privilège d'animer d'abord cette séance et aussi de vous présenter Stéphanie Tremblay. Donc, Stéphanie Tremblay est professeure agrégée au département de sciences et des religions et responsable de la concentration en éthique et culture religieuse du baccalauréat en enseignement secondaire à l'UQAM depuis 2017. Elle est sociologue de formation et détentrice d'un doctorat en éducation comparée et fondements d'éducation de l'Université de Montréal. Et elle s'intéresse aux liens entre les religions, identité et construction des frontières entre les groupes majoritaires et minoritaires à travers l'analyse de la place de la religion dans l'espace public et dans l'école, dans le contexte québécois et dans une perspective comparative. C'est aussi la personne avec qui personnellement j'ai eu le plaisir d'entrer en contact avec les pratiques pédagogiques inclusives alors qu'elle travaillait au CRISPECH en 2013-15. Dans ces années-là. 13-14. Donc, j'ai ouvert la porte au 5e étage par une belle journée ensoleillée dans ses bureaux ensoleillés et Stéphanie m'a accueilli, m'a guidé à travers ma découverte des pratiques pédagogiques inclusives. Donc, c'est pour moi un très grand plaisir de la retrouver aujourd'hui dans cette conférence de fermeture du symposium qui, justement, célèbre 10 ans déjà de parcours en pédagogie inclusive. Donc, Stéphanie, à toi la parole là-dessus. Merci beaucoup, Paul. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien. Avant de commencer, je vais juste rappeler à l'audience, excusez, je vais rallumer ma caméra. Je vais juste rappeler à l'audience qu'il y a un service d'interprétation simultanée, donc vous pouvez suivre, la conférence va être en français, mais vous pouvez suivre l'interprétation en anglais. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton interprétation de Zoom. Donc, c'est tout en bas de votre fenêtre Zoom. Donc, c'est un petit globe. Choisissez le canal de la langue dans lequel vous voulez écouter la conférence et à ce moment-là, vous allez pouvoir écouter la conférence dans votre langue. Donc, je laisse la parole cette fois-ci à Stéphanie. Également, il y a la transcription si vous voulez suivre la transcription, donc à la fois en français et en anglais. Donc, en anglais, c'est directement dans Zoom. En français, il va falloir suivre le lien qui va apparaître très, très bientôt dans le chat. Donc, je ne te retiens pas plus longtemps, Stéphanie. Je te donne la parole. Merci, Pauline. Alors, je voudrais commencer par saluer toutes les personnes dans l'auditoire. Ça me fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un honneur de participer à vos travaux, même si j'ai été silencieuse depuis 3 jours. J'ai écouté attentivement plusieurs des ateliers présentés et plusieurs interventions m'ont fait beaucoup réfléchir. Alors, c'est vraiment un immense bonheur pour moi d'être avec vous ce matin, cet après-midi déjà. Je voudrais aussi remercier l'équipe organisatrice pour sa rigueur et évidemment tout au long de ces journées et l'invitation à être des vôtres pour ce moment particulier qui est la conférence de clôture. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai assisté à vos travaux qui s'inscrivent dans un engagement, il faut le dire, longitudinal du CRISPECH en matière de pédagogie inclusive, qui a débuté, je crois, avec le projet interordre sur la conception universelle de l'apprentissage, dans lequel j'ai eu la chance d'agir comme chargée de projet et surtout membre d'une dynamique et collégiale équipe de travail en 2013-2014, dont faisait aussi partie, comme vous l'avez dit, mon collègue Paul Turcotte, que je salue chaleureusement. On peut donc constater, premièrement, que le temps passe très vite en nous retrouvant aujourd'hui, en 2021, sur ces mêmes thèmes porteurs. Ce que je vous propose pour la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse prospective. Ce ne sera pas une restitution de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis 3 jours, bien évidemment, mais c'est vraiment, ce que je vous propose, c'est le regard d'une observatrice
qui est à la fois impliquée, hein, parce que je suis prof en sciences des religions à l'UQAM, puis je suis, je pense, intéressée et sensibilisée, comme plusieurs, sinon tout le monde parmi vous, au thème de l'inclusion. Mais je suis aussi extérieure parce que, hors du milieu collégial, dont la plupart d'entre vous, mais pas exclusivement, faites partie. Je souligne donc humblement que c'est un regard, le mien, et que nécessairement, on y retrouvera une manière spécifique de lire la réalité des biais, hein, bien évidemment, ou des aspects qui vont peut-être être moins abordés que d'autres. Je précise aussi que, comme vous, ma lecture est teintée de ma propre trajectoire biographique et scolaire. Dans mon cas, comme pour certains, peut-être certaines d'entre vous, je parle du point de vue d'une étudiante de première génération, que mon milieu d'origine ne prédestinait pas forcément à la poursuite des études supérieures, mais auquel quand même je suis parvenue. Ce n'est d'ailleurs probablement pas un hasard que je sois devenue professeure à l'UQAM et pas à l'Université McGill, par exemple. Alors voilà, on peut changer la diapo. Ce que je vous propose en termes de plan un petit peu pour la suite des choses, c'est d'abord revenir sur un élément qui me semble fondamental, une tendance lourde, c'est la nouvelle conception de l'équité et de l'inclusion en éducation qui traverse certes le milieu collégial et le milieu universitaire, mais aussi de plus en plus qui constitue un véritable changement de paradigme dans la manière même de voir la recherche et l'activité d'enseignement, aussi en enseignement universitaire et de la part des organismes subventionnaires. On y reviendra. Ensuite, je vais revenir sur le chemin parcouru depuis 10 ans en pédagogie inclusive et peut-être proposer quelques éléments de bilan qui sont ressortis des discussions qu'on a réalisées depuis 3 jours. Et je terminerai en évoquant quelques enjeux importants actuellement et à venir aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur. Alors d'abord, on peut changer la diapo. Une tendance lourde, une nouvelle conception de l'équité et de l'inclusion en éducation. Alors, je vais commencer par en vous présentant une petite citation de Michael Young. On peut changer la diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est encore. Vous pouvez la lire. It's good sense to appoint individual people to jobs on their merit. It's the opposite when those who are judged to have merit of a particular kind are done into a new social class without room in it for others. Alors, c'est une citation qui nous vient de Michael Young dans The Guardian en avril 2017 et qui fait référence au titre et à l'ensemble du contenu de son livre qui s'intitule « The Rise of the Meritocracy ». C'est à lui, d'ailleurs, je crois qu'on doit le concept même de méritocratie, qui est une dystopie, en fait, qu'il a publiée en 1958. Lui-même, qui était sociologue issu d'un milieu modeste et qui a poursuivi des études universitaires et qui a notamment créé, entre autres institutions, la Open University. Et donc, ce qu'il raconte dans ce livre-là, parce qu'on connaît tous le terme et le concept de méritocratie, mais parfois on n'y accorde pas nécessairement le même rôle, c'est sa peur qu'une société démocratique égalitaire, comme le Royaume-Uni ou comme le Canada, finisse par reproduire une classe supérieure qui contrôle les clés du château, comme l'évoquait Katie Novak dans la conférence d'ouverture, mais pas seulement en fonction de ses aptitudes, de ses talents et de ses efforts, mais aussi en raison de privilèges implicites, socio-économiques, culturels, qui apparaissent comme imbriqués naturellement au mérite, mais qui en réalité n'en relèvent pas. On peut changer la diapo. Des sociologues comme Pierre Bourdieu, que vous connaissez probablement, ont d'ailleurs finement documenté ce système, notamment dans la reproduction, en montrant que l'école, en apparence neutre, reproduisait en réalité souvent les habitus des classes dominantes, soit leur manière de penser, leur langage et leur repères symboliques, de manière à ce que les enfants issus de ces groupes sociaux
se sentent naturellement à l'aise ou familiers avec l'école, avec la culture scolaire, alors que celles et ceux de milieux moins nantis, entre autres, ou peu familiers avec ce que Bourdieu appelle l'arbitraire symbolique de l'école, euh, donc vont se sentir plus étrangers à l'égard de l'école et finiront par décrocher tôt ou tard. Et ce n'est pas seulement une étude théorique, hein, c'est appuyé sur moult statistiques. On peut changer la diapo. Cela est donc bien la prise de conscience et la prémisse de fond sur laquelle se construit la conception actuelle, plus optimiste, hein, il faut le dire, de l'équité et non de l'égalité. C'est une autre forme de... l'équité exige des moyens pour rétablir l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, qui vise précisément à faire basculer ces privilèges qui sont en partie sociaux, en partie politiques, et qui font obstacle à une réelle égalité des chances et de traitement, celle de déployer ses talents sans barrières structurelles. Évidemment, la perception de ces barrières a aussi évolué au fil du temps, au rythme des nouveaux mouvements sociaux, entre autres, et des nouvelles formes de lutte pour la reconnaissance. On peut se référer à cet égard-là à Axel Honneth, par exemple, 1992, la lutte pour la reconnaissance. Par exemple, celui-ci explique notamment que depuis les années 60 et 70, puis on le constate, les nouveaux mouvements sociaux ont élargi le périmètre des luttes sociales en investissant de nouveaux champs de l'identité sociale, au-delà des marqueurs qui étaient plus classiques de type économique. Elles et ils se définissent ainsi autour de nouveaux traits distinctifs, qu'il s'agisse de traits ou d'identité féministe, culturelle, religieuse, ou en lien avec une situation de handicap, par exemple, pour revendiquer une reconnaissance réelle de leur commune dignité, qui constitue, il faut le rappeler, la seule valeur sacrée, en quelque sorte, de nos démocraties. Donc, on revendique cette reconnaissance dans l'espace public, mais aussi dans l'école. Si on regarde, par exemple, l'auditoire du symposium cette semaine, on constate, en tout cas, c'est ce que j'ai observé de mon côté, je peux me tromper, mais qu'il semblait y avoir beaucoup de femmes, de personnes de genre féminin, mais aussi peu de personnes issues de la diversité au sens large. D'après les noms sur Zoom, beaucoup de personnes semblaient provenir également de la majorité démographique au Québec, largement privilégiés, qui ont été le produit réussi en quelque sorte d'un système scolaire plutôt traditionnel qui n'avait pas encore ou peu pris le virage que l'on connaît aujourd'hui. Alors, le réflexe tout à fait normal, comme le soulignait encore Katie Novak, c'est de ne pas tourner le dos à un milieu qui nous a servi, dans lequel nous avons performé. Pour certains, il s'agit de croyances bien ancrées et tout à fait légitimes et qui sont souvent dans la pensée. Ce n'est pas nécessairement toujours une croyance de type volontaire. C'est une croyance qui fait partie de nos représentations, qui sont souvent enfouies et qui nous suggère qu'il peut être nécessaire de transiter par ce passage obligé pour en ressortir grandi. Mais ça constitue parfois en même temps un réflexe conservateur. Mais le problème, c'est qu'avec ce type de raisonnement, on se sert principalement de soi-même comme étalon de mesure. C'est le virage qui est nécessaire lorsqu'on veut changer de paradigme et aborder la diversité. Et c'est ce que, comme le dit en d'autres mots Mme Novak, c'est que, en fait, la diversité est la norme et non l'exception. Je vous donne quelques exemples en vrac de types de différences ou de particularités ou de profils qui ont été évoqués pendant les travaux des 3 derniers jours. Il peut y en avoir d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif. Les étudiants étrangers ou issus de l'immigration, les étudiants parents, les étudiants défavorisés hein, ou de milieux défavorisés, de première génération universitaire, comme il y en a beaucoup notamment à l'UQAM, les étudiants en situation de handicap, incluant des problèmes ou des troubles de santé mentale qui sont invisibles ou moins visibles, les personnes issues des communautés LGBTQ+, les personnes issues de la diversité religieuse, notamment dans un contexte
sans vouloir faire de politique, mais un contexte où l'implantation de la loi 21 a pu cristalliser des polarisations ou amplifier des discriminations qui étaient déjà existantes à l'égard de certaines personnes déjà vulnérables en particulier. Des étudiants autochtones, des personnes blessées temporairement ou ayant vécu une situation éprouvante, un deuil, des enfants malades, etc. Des personnes qui ont vécu du harcèlement ou de l'intimidation. Évidemment, les combinaisons variées de divers de ces marqueurs, l'intersectionnalité, comme on peut l'appeler dans certains courants en sociologie notamment. Donc, ce qu'on voit, c'est que rares sont celles et ceux qui ne seront pas touchés par l'une ou l'autre de ces situations au cours de leur carrière étudiante ou professionnelle. Si toutefois l'empathie demeure difficile, certains, comme dans l'atelier de Liliane Mathieu, suggéraient des expérimentations pour stimuler l'empathie. Faire écrire, par exemple, dans une langue étrangère, être assis sur un fauteuil roulant sans pouvoir bouger, etc. Il faut voir qu'est-ce qui peut s'adapter à son contexte, mais l'idée n'est pas du tout farfelue. Autre élément, il fut un temps où certains enseignants ou acteurs scolaires résistaient à accorder certains accommodements, par exemple, ou à prévoir des aménagements inclusifs au motif de l'adéquation nécessaire entre le milieu de l'enseignement postsecondaire et le marché du travail. On a beaucoup vu ça, entre autres, dans le projet Interordre qu'on avait mené en 2013-2014 au CRISPECH. Notamment dans les programmes de type professionnalisant, parce qu'on disait, oui, mais il faut bien qu'un enseignant puisse être capable d'enseigner, qu'un étudiant dans le milieu de la santé soit capable de procéder à ses tâches, etc. Donc, il y avait des fois des réticences un petit peu plus importantes dans ces milieux-là. Mais je pense que de plus en plus, et ça a été noté dans plusieurs des ateliers, ce changement de paradigme touche maintenant au marché du travail. Il y a plusieurs logiciels, par exemple, de correction automatique qui sont présents dans les bureaux. Sylvain Lemay parlait de la notion de travail d'équipe, qui est souvent très, très importante dans différents milieux de travail actuellement et qui transforme, disons, la pression sur les épaules d'un individu et peut permettre peut-être plus de miser sur les forces respectives de chacun dans le cadre d'un travail commun. Et dans un autre panel, celui de Joseph Darous en particulier, on disait au fond que l'inclusion dans le vrai monde et l'inclusion en éducation, ça devient un peu analogue. Alors, il y a un changement de paradigme qui se retrouve ici. Et ce changement de paradigme, je dirais, touche aussi plus largement à la construction des nouveaux savoirs. Et moi, c'est l'un des thèmes qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux. J'inviterai à changer de diapo, s'il vous plaît. C'est que le savoir scientifique lui-même, il ne faut pas l'oublier, a été longtemps fondé sur une vision très idéalisée de l'objectivité, en opposition à toute forme de discours ou d'expérience, notamment religieux et surtout religieux, je dirais. Or, cette vision dualiste est de plus en plus remise en question, notamment parce qu'on a appelé le programme phare en sociologie des sciences, notamment avec Bruno Latour, et plus récemment avec l'influence des Cultural Studies, et qui inclut les Feminist Studies, les Disabled Studies et toutes formes de studies qui sont fondées sur la prise en compte des besoins divers de communautés particulières. Et aujourd'hui, donc, on voit plus spontanément dépasser le jupon du pouvoir politique ou de la force sociale des savants au-delà de la stricte méthode scientifique, qui est rarement appliquée à la lettre. Dès lors, il s'agit de réfléchir à cette notion de savoir qui renvoie aux ressources immatérielles ou aux représentations partagées qui font intervenir l'univers symbolique de communautés ou de groupes humains. Mais nous prenons collectivement conscience de la construction sociale et historique de ces savoirs, dont certains ont été minorisés, notamment dans le contexte colonial, comme les savoirs autochtones. Nous sommes donc devant le défi d'une prise en compte dans le développement des sciences contemporaines, de ces formes plurielles de savoir et de la diversité aussi des apprenants qui vont interpréter et mobiliser ces savoirs-là. C'est d'ailleurs ce type d'enjeu qui a brusquement fait éruption cette année, si on se rappelle bien, dans l'affaire Lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa qui a polarisé l'opinion publique
autour de la liberté académique et de l'inclusion. Donc, on voit bien que cette question n'est pas étrangère à la thématique traitée dans le symposium du CRISPECH. On peut changer de diapo. Pour prendre en compte maintenant cette nouvelle réalité dans le contexte universitaire où se construisent, se transmettent et s'apprennent les nouveaux savoirs, les grands organismes subventionnaires comme le CRSH et le CRNSG, qui maintenant, je pense, accordent des subventions dans le milieu collégial pour la recherche, si je ne me trompe pas, ont d'ailleurs adopté un plan d'action très important et inédit à ma connaissance en matière d'EDI. On dit souvent EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Donc, voici un extrait du préambule. Je vous l'ai mis ici sur la diapo qui donne le ton à ce changement. Alors, on dit « Le gouvernement du Canada et le programme des chaires de recherche du Canada ». Le programme des chaires, c'est toutes les chaires qui sont accordées à des chercheurs étoiles, je dirais, dans leur domaine à travers le Canada. Et ce sont donc de hauts lieux de création des savoirs, et on va se le dire, des hauts lieux de pouvoir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de ça. Une chaire de type 2, par exemple, qui est accordée à un nouveau chercheur, c'est à peu près, ça peut être l'équivalent d'1 million de dollars là, sur 10 ans. Le gouvernement donc s'engage à favoriser l'excellence de la recherche et de la formation en recherche dans le meilleur intérêt des Canadiens. Les travaux de recherche menés au Canada se doivent d'être plus équitables, plus diversifiés et plus inclusifs si l'on souhaite produire des résultats en recherche, mais aussi en enseignement, parce que ça va ensemble, et dans les services, qui sont caractérisés par l'excellence, l'innovation et l'impact, lesquels sont nécessaires pour saisir les occasions qui se présentent et relever des défis mondiaux. Et donc, c'est à une redéfinition, à un renouvellement de la conception même de l'excellence que nous invite ce nouveau plan d'action-là, qui n'est pas seulement nominal. Il comprend vraiment des critères qui sont évaluables et mesurables dans toutes les pratiques en recherche. Et nous, à l'UQAM, notamment, on voit vraiment l'effet concret de ces changements-là dans la transformation de la culture et de l'écosystème de la recherche et puis, par conséquent, de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par équité? On peut changer la diapo. Équité, je pense que ça peut être inspirant pour les réflexions qu'on a aussi en milieu collégial. Équité, on parle vraiment ici des obstacles systémiques, donc des aménagements inclusifs qui doivent être faits dans l'environnement de l'enseignement ou de la recherche, dans le milieu d'éducation. La diversité, ça réfère à la représentation, donc des personnes et des communautés. La diversité des profils, des communautés, des caractéristiques, des apprenants en général. Ça, il y a des critères bien mesurables pour évaluer cette dimension-là. Et l'inclusion, c'est la culture, c'est la rétention des personnes issues de la diversité. On le voit par le climat ou l'environnement qui est inclusif ou qui ne l'est pas. Donc, c'est une autre façon de formaliser qu'est-ce qu'on fait déjà peut-être dans plusieurs milieux collégiaux. Mais en fait, si cette nouvelle définition est adoptée par les plus hauts lieux au Canada de régulation des savoirs universitaires, comme les chaires notamment de recherche du Canada, bien, on peut se dire qu'elle peut l'être encore davantage ou en tout cas l'être de façon plus presque automatisée ou en tout cas elle devrait être propulsée plus facilement dans les milieux d'enseignement. En enseignement universitaire, la prescription, pour le moment, c'est vraiment d'incorporer les principes de l'EDI au sein des 3 composants de la tâche. Donc, que sont l'enseignement, la recherche et les services à la collectivité, sans focaliser sur un type de diversité, mais en posant un regard large et transversal sur la question, sur les personnes. Je donne des exemples qui sont issus de critères potentiels d'excellence en enseignement, qui sont issus des travaux d'Amandine Catala, qui, justement, possède la chaire de recherche du Canada sur l'agentivité épistémique à l'UQAM, qui a des travaux des réflexions très originales et stimulantes sur ces questions-là. Donc, sur la matière du cours, elle nous dit, on peut se poser la question, est-ce que la matière porte sur des questions d'équité, de diversité et d'inclusion? Les textes, est-ce que les sources, le corpus d'œuvres, par exemple, sont en littérature?
où le choix des références dans diverses matières scientifiques reflète le DI. Alors, est-ce qu'on utilise seulement des références issues d'auteurs, d'autrices occidentaux? Est-ce qu'on peut essayer de diversifier? Est-ce qu'on peut en philosophie essayer de puiser un répertoire un peu plus large, des philosophies orientales, asiatiques, africaines, etc. C'est un des angles possibles, mais vous imaginez bien qu'il y en a plusieurs autres dont vous avez déjà discuté. La question a été abordée, par exemple, dans l'enseignement inclusif de la littérature avec Catherine Bellec, Roxane Doré, Isabelle Baudry, Francis Tremblay. En matière d'évaluation, on peut se demander si les critères reflètent le DI, la participation, la notation, en plus des modalités alternatives qu'on peut offrir. Et la participation inclusive, est-ce que la culture en classe, est-ce que la culture reflète le DI? La culture de la classe, est-ce qu'on gère les discussions de manière inclusive? Des aspects des fois auxquels on pense peut-être un petit peu moins. Le langage, l'arbitraire symbolique dont parlait Bourdieu, est-ce qu'on simplifie ou on essaie de ne pas empouler le langage inutilement? Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on offre des services de mentorat? Est-ce que, la question se pose à l'université, mais aussi au cégep, est-ce qu'on prévoit des lettres de recommandation pour différents types de profils d'étudiants qui peuvent peut-être dépasser les profils juste de l'excellence académique traditionnelle? Par exemple, sont mis sur l'implication, l'effort, etc. Donc, ça peut représenter des pistes intéressantes aussi, non seulement à l'université, mais je pense à tous les ordres d'enseignement. Mais c'est un principe aussi désormais utilisé dans l'attribution, notamment des chaires de recherche du Canada. Je vous le dis parce qu'il me semble que ce n'est pas anodin de dire que ces critères-là ne sont pas juste pensés pour les étudiants, mais de plus en plus sont pensés pour l'embauche des profs. Et je pense que c'est une question qui a été peut-être moins abordée pendant les travaux, mais qui aussi se pose et est importante. Les profs aussi doivent représenter le DI. Et donc, c'est ce qu'on fait notamment avec ces critères canadiens-là. Dans l'élargissement de l'accessibilité des plateformes que sont les CRC, les chaires de recherche, dans le développement du savoir, d'un savoir pluriel et des experts qui vont le représenter. Alors, on peut changer la diapo. Je vous donne un bref exemple des progrès réalisés. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent des critiques, il y a toutes sortes de choses à critiquer, mais on peut voir quand même qu'il y a des efforts qui sont réalisés. Ici, dans le graphique, vous voyez que les femmes sont en jaune, les membres des minorités visibles en orange, les autochtones en vert et les personnes handicapées ou en situation de handicap sont en mauve. Et ça, vous voyez, c'est le pourcentage des mises en candidature de personnes qui s'identifient, parce que c'est volontaire, là, ça fonctionne par autodéclaration, comme membre de l'un des 4 groupes désignés, les mises en candidature pour les CRC de groupes désignés de 2006 à 2020. Alors, on voit qu'avec les mesures qui ont été prises en matière de DI, il y a vraiment une augmentation, plus des femmes et des minorités visibles, un petit peu des personnes en situation de handicap dans les universités, mais c'est un phénomène qui commence. Même chose avec les cibles en matière d'équité et de représentation actuelle. On peut changer la diapo. Vous voyez ici que les cibles en matière d'équité, en décembre 2019, dans la représentation des chaires, c'était 31 %. Maintenant, en décembre 2019, on se retrouvait avec 38,6 % de femmes, 21,4 % de minorités visibles, alors que la cible était de 15 %, 5,5 % des chaires de recherche du Canada qui sont détenues par des personnes en situation de handicap. On visait 4 %, 3,2 % de personnes autochtones et on visait 1 %. Et là, ça nous amène à des nouvelles cibles qui sont plus représentatives du pourcentage, de la proportion de ces différents groupes-là, la proportion démographique de ces différents groupes-là dans la population générale. Donc, les femmes, on vise 50,9 % en 2029, 22 % de minorités visibles, 7,5 % de personnes en situation de handicap et
4,9 % des personnes autochtones. Alors, on peut penser que si ce pari voit le jour, bien, ça va certainement avoir un impact positif et ça va générer une certaine évolution là, dans toutes les réflexions, notamment en milieu collégial, sur la pédagogie inclusive. Parce que quand la pédagogie c'est une chose, mais les profs qui enseignent les lieux de création du savoir et de transmission, quand eux aussi sont vraiment pénétrés par les logiques de l'inclusion et de l'équité, mais là, je pense que ça peut avoir un effet vraiment particulièrement dynamique sur le cours des choses. On peut changer la diapo. Alors maintenant, deuxième partie. Nous avons abordé jusqu'à maintenant les transformations brièvement du champ éducatif, en élargissant un petit peu le regard au monde universitaire, mais aussi les aspects contextuels, plus largement à l'œuvre dans le reste de la société, qui constitue un peu l'arrière-fond des réflexions qu'on a entreprises depuis 3 jours. Maintenant, je vous propose de revenir sur ce que le symposium a permis d'établir, entre autres, là, comme bilan en matière de pédagogie inclusive depuis 10 ans. Donc, au fil des différentes présentations depuis le 1er juin, je pense qu'on a pu constater déjà qu'il y a eu plusieurs réalisations qui méritent, je pense, d'être soulignées, d'être saluées. On peut changer la diapo. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, en fait, parce que, comme je vous disais, je suis un petit peu extérieure aussi. Je ne travaille pas directement sur les thèmes de l'inclusion depuis quelques années. Et ce qui m'a frappée d'une certaine façon très positivement, c'est de voir que la CUA, mais aussi toutes sortes d'autres approches également valables là, de pédagogie inclusive ont essaimé et se sont en quelque sorte normalisées dans plusieurs milieux collégiaux. Malgré leurs différences, ces approches qui sont promues notamment par l'UNESCO aussi en 2009, en 2013 et qui se sont formalisées surtout au tournant des années 2000, mais qui se sont vraiment consolidées par la suite, ont en commun 4 grands principes, comme les rappelle Potvin. Des pratiques qui sont équitables et qui reposent sur les besoins différenciés des élèves et leurs capacités, leurs droits aussi. Une vision globale et systémique qui fait de l'équité et du respect des droits un projet institutionnel continu. La co-responsabilité et l'imputabilité de tous les acteurs envers la réussite éducative et l'actualisation du potentiel des élèves. Des attentes éducatives élevées envers les élèves et les écoles, prenant appui sur le développement d'indicateurs de performance. Elle vise également l'élimination, dans la mesure en tout cas du possible, comme idéal, de l'exclusion scolaire et sociale. Maintenant, on peut changer de diapo. Quelques observations spécifiques sur ce qui est ressorti de plusieurs des ateliers depuis 3 jours. D'abord, une démocratisation des outils et la percolation des idées. Alors qu'au début de leur expérimentation en pédagogie inclusive, plusieurs intervenants ont relaté des récits de pratiques ou des projets du type top-down. Par exemple, les projets pilotes qui ont été réalisés par quelques enseignants, des projets pilotes qui ont été réalisés par quelques enseignants triés sur le volet, ou bien des enseignants, des enseignantes souvent qui étaient déjà ouverts et intéressés là, à la pédagogie inclusive. Ça donne des résultats intéressants, c'est stimulant, mais en même temps, ça peut avoir l'air très, très difficile d'accès pour des personnes qui sont moins, disons, curieuses ou familières avec les idées de la pédagogie inclusive. Et ce sont généralement des méthodes ou des projets qui se disséminent un petit peu plus difficilement dans les milieux. C'est aussi ce qu'on avait fait dans le projet Interordre sur la CUA. Ça avait été intéressant, mais c'est vrai que si on avait arrêté à cette étape-là, je pense que le projet serait plutôt mort dans l'œuf. Alors moi, j'ai observé avec beaucoup d'enthousiasme que de manière générale, il y a une évolution des pratiques et qu'il y a vraiment l'essor d'une tendance à la fois de type bottom-up et des approches systémiques qui reflètent un changement de culture éducative plus périn en enseignement supérieur. Anne-Marie Duval, par exemple, du Cégep Sainte-Foy, a relaté des expériences tout à fait intéressantes qui transformaient le milieu en continu et qui étaient arrimées à des besoins
en continu, des défis quotidiens, en fait, des profs, là. Ce qu'elle nous a expliqué, c'est que ça suscitait beaucoup plus d'adhésion parce qu'on était ancré dans les besoins des personnes et qu'on construisait aussi de manière collaborative le savoir sur l'inclusion. On a aussi vu qu'il y avait plusieurs initiatives de communautés de pratique en cours, souvent interdépartementales, qui alimentaient les réflexions des divers départements en matière de pédagogie, lesquels, en retour, nourrissaient la communauté de pratique avec de nouveaux questionnements. Les professeurs travaillent souvent en groupe aussi et en équipe pour trouver des solutions à des problèmes d'enseignement inclusif. Au cégep de Limoilou, on a vu un modèle aussi avec Marie Stério et sa collègue, un modèle de communauté de pratique avec des nuances, un hybride entre des séminaires, une communauté de pratique, des groupes de lecture, des séminaires, des ateliers de formation. Alors, encore une initiative tout à fait prometteuse. Il y a aussi, non, on ne change pas la diapo tout de suite, pardon, certaines pratiques ou des stratégies pédagogiques qui tendent à devenir, d'après ce que j'ai compris, de nouveaux automatismes. Notamment depuis le début de la pandémie. Il faut voir quel est l'effet pandémie puis qu'est-ce qui va en rester, mais ça semble être peut-être une sorte d'avantage non anticipé. Certains disaient un élève, un ordinateur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pensable dans plusieurs milieux. La généralisation de plusieurs outils numériques, technologiques, des classes qui sont maintenant des leçons qui sont enregistrées avec des pauses, des moyens d'accessibilité virtuelle qui sont beaucoup plus pensés en amont, qui permettent vraiment davantage d'équité. Des forums de questions, par exemple, qui sont disponibles sur des plateformes virtuelles et qui facilitent beaucoup les échanges entre les étudiants, les étudiantes et aussi le prof. Les traductions simultanées, par exemple, ou un sous-titrage sur Zoom, comme on le vit en ce moment, qui est somme toute assez simple, mais qui nécessite en même temps des ressources humaines, financières. On y reviendra. Google Docs et d'autres, de toutes sortes d'autres moyens en ce sens là, pour pouvoir faciliter la collaboration, entre autres, des alternatives offertes dans les modalités d'évaluation, des examens maison lorsque c'est possible. Ça, c'est quand même généralisé. Pour celles et ceux qui sont un petit peu plus dinosaures ou qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec la technologie. Je ne sais pas si c'était Arruda, la figure qui était associée à ce type de profil-là, de personnalité. Mais il y a toujours ProfWeb aussi, entre autres, le Récit aussi, je pense, qui est un portail digital, un portail virtuel et qui promeut les ressources en technologie ou les technologies d'information et de la communication dans l'enseignement collégial, dans l'apprentissage, qui peuvent fournir toutes sortes de ressources aussi des pairs et qui est financé par le ministère de l'Éducation, donc tout à fait gratuit. Alors, ce sont des moyens pour tout le monde, même ceux et celles qui sont moins familiers. Évidemment, comme certaines l'ont souligné, l'évaluation scientifique de ces stratégies pédagogiques inclusives est souvent difficile à réaliser pour toutes sortes de raisons. Mais le dialogue, la communication avec les étudiants, l'identification commune des besoins est souvent un bon gage ou un indicateur de réussite. De plus, des intervenants ont évoqué le ressenti, le retour souvent positif de la part d'enseignants et enseignantes qui ont participé à des projets de pédagogie inclusive et qui ont exprimé leur satisfaction à l'égard des réflexions pédagogiques qu'ils ont développées ou approfondies avec leurs collègues. Et il me semble que c'est là un repère important, au-delà des données probantes de type quantitatif, là, notamment, qui peuvent être importants à prendre en compte. Autre élément, l'évolution de la terminologie. Le modèle médical s'éclipse véritablement, là, en tout cas vu de l'extérieur, c'est assez visible, tandis que le modèle social se normalise dans les institutions. Par exemple, à l'UQAM, Sylvain Lemay en a parlé notamment, ça peut être vraiment se présenter dans de toutes sortes d'autres façons dans d'autres institutions, mais
À l'UQAM, les services à la vie étudiante desservent désormais tous les étudiants et étudiantes, peu importe leur profil, dans une perspective inclusive. On va parler de soutien à l'apprentissage, soutien psychologique et besoins particuliers, parmi lesquels on va s'adresser, entre autres, aux étudiants étrangers, aux étudiants parents, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants autochtones. Donc, c'est un pas qui n'est pas anodin, je pense, et qui permet d'actualiser l'idée que c'est le milieu éducatif, scolaire, qui doit être inclusif et qu'il ne doit pas créer des divisions ou compartimenter la diversité. Par exemple, le fait d'avoir, supposons, un bureau seulement pour les ESH, mais après ça, un autre bureau pour les étudiants autochtones, un autre bureau pour peut-être les étudiants étrangers. Alors, ça peut se multiplier, puis peut-être, à un moment donné, passer un petit peu à côté de l'objectif. On peut changer la diapo. Alors maintenant, dernière partie, des enjeux actuels et à venir. L'adhésion et la mobilisation des acteurs. On peut changer encore. Certains, certaines sont convaincus avant même de commencer. Vous le savez, vous en avez connu assurément dans vos milieux, ou bien mettent déjà largement pratique intuitivement dans leur classe les principes de la pédagogie inclusive, c'est le cas de plusieurs aussi. D'autres enseignants, enseignantes sont plus réticents, et cela est tout à fait normal parce que tout le monde ne partage pas les mêmes croyances quant aux visées normatives de l'éducation. Et parfois, même avec une vision commune de ces visées, il peut y avoir des décalages dans la manière d'entrevoir l'atteinte de ces objectifs-là. Dans son intervention, Anne-Marie Duval a prodigué un précieux conseil, je crois, celui d'inverser le fardeau de la responsabilité, en dégageant l'enseignant de toute forme de culpabilité pour lui demander plutôt de quoi il aurait besoin, tout simplement. Qu'est-ce qu'il trouve difficile? Et donc, aller à la cueillette des besoins, ce qui permet beaucoup plus facilement, nous dit-elle, d'aller à la rencontre de la personne et de désamorcer les réflexes défensifs. Parce que la psychologie 101 nous apprend que plus on impose quelque chose à quelqu'un, plus cette personne-là va se braquer. L'être humain est fait comme ça généralement et c'est donc tout à fait normal. Cela implique également le changement de vocabulaire. Il faut arrêter de vendre quelque chose, les « il faut ». Hein, elle nous dit, il ne faut pas jouer sur la culpabilité des profs. Il faut mobiliser en passant par l'humain devant nous, établir une relation de symétrie, une relation horizontale, collégiale. Les profs ont aussi des besoins particuliers, dit Anne-Marie Duval. Et donc, il faut se mettre en position basse d'écoute, écouter les plaintes s'il le faut, les résistances, et tabler là-dessus. Tel que soulevé aussi dans l'un des ateliers, les nouveaux profs, notamment, sont dans une situation plus précaire et ont peut-être un plus grand stress face aux erreurs possibles. Par exemple, moi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Ça me fait penser aux affaires récentes autour du mot en N. Qu'on pense à Lieutenant Duval à Ottawa, qu'on pense à l'autre collègue dont le nom m'échappe à l'Université Concordia qui a vécu à peu près la même chose. Il s'agissait de femmes, dans la plupart des cas, précaires, donc qui n'étaient pas professeurs, mais qui étaient plutôt chargées de cours. Et je pense que ce n'est pas anodin non plus. Parce que les nouveaux profs, souvent, vont être très concentrés sur leurs cours et établir la communication avec les étudiants peut prendre du temps ou être plus laborieux. Parce qu'on est tellement concentré sur notre position professionnelle, puis établir un petit peu notre confiance, que des fois, les autres aspects peuvent être un petit peu plus difficiles. Et je pense qu'il faut garder cet aspect-là en vue. Et donc, peut-être penser à des mentorats, des programmes de mentorat plus particuliers là, pour nos nouveaux collègues. En ultime recours, il peut être fait appel au principe légal qui protège dans les chartes l'égalité des individus et atteste le principe, entre autres, d'accommodement raisonnable dans les cas de bris d'égalité. Par exemple, dans les cas où un étudiant en situation de handicap serait exclu d'une situation pédagogique en raison d'un refus injustifié de l'accommoder. Mais Sylvain Lemay, entre autres, nous recommandait d'utiliser ce bâton avec parcimonie
parce que ce n'est pas nécessairement, vous l'aurez compris, là, j'imagine que vous savez déjà ça, mais c'est peut-être pas inutile de rappeler que c'est pas l'argument le plus incitatif, hein, que ça peut rompre le dialogue aussi, puis des fois, c'est difficile à reconstruire. Donc, voilà. Un autre élément important ici, c'est que pour susciter l'adhésion et la mobilisation des milieux, qui est encore nécessaire dans plusieurs cas, il est encore nécessaire dans plusieurs cas de prévoir du temps et des ressources pour inciter les enseignants à faire un premier pas. Parce que les aménagements des cours exigent du temps, vous le savez, et un investissement. Un investissement de plusieurs types, là. Ça peut être un investissement en temps, mais un investissement financier aussi, et une sorte d'insécurité aussi qui peut être vraiment, qui peut générer du stress, de l'anxiété pour les profs qui changent des habitudes de longue date. Alors, c'est sûr que si on ne prévoit pas les ressources qu'il faut, bien, ce n'est pas nécessairement ça qui va être réalisé en premier. Il y a toujours des coûts d'option quand on choisit de s'impliquer dans quelque chose. Et puis, si le contexte n'est pas favorable, mais ça risque de prendre un petit peu le bord. Donc, pour les institutions, ça signifie l'importance de continuer à prévoir des dégrèvements ou des allégements de la tâche d'enseignement. Un jour, ce ne sera probablement plus nécessaire, comme de parler de racisme, on le souhaite, mais pour le moment, c'est un enjeu encore crucial. Alors, il faut vraiment garder ça en tête. On peut changer de diapo. Enfin, ensuite, le milieu scolaire, un espace sécuritaire pour qui on a entendu beaucoup parler dans les discussions, mais souvent de manière implicite ou indirecte, parfois un petit peu plus explicitement, du concept complexe et important, mais souvent ambigu, de l'espace sécuritaire ou du safe space en éducation. Même si on en parle depuis en tout cas quelques années au moins, notamment aux États-Unis, la discussion a vraiment fait éruption cette année dans le milieu universitaire québécois, notamment en lien avec la question des thèmes sensibles, le mois N notamment. Mais le safe space, en effet, c'est que ça illustre vraiment l'interface étroite entre l'école, la vie politique et le reste de la société. À l'origine, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, dans les années 70, ce concept dérive des mouvements féministes et LGBT, comme on les appelait à l'époque, qui désignaient de tels espaces comme des lieux où des personnes semblables ou qui partageaient des expériences notamment difficiles pouvaient se retrouver pour discuter, échanger à l'abri de la discrimination, du harcèlement, des jugements moraux. Puis le concept s'est étendu à des safe space policies en milieu universitaire pour prévenir diverses formes de discrimination, notamment au plan du harcèlement sexuel. Puis, le Conseil de l'Europe a mené des réflexions de fond aussi sur cette question-là, notamment dans un livre qui porte sur l'éducation inclusive, Signpost, qui a été préparé notamment par Robert Jackson au Royaume-Uni, dans lequel le safe space est défini comme la place où les étudiants sont capables d'exprimer leur point de vue, leur position en toute ouverture, même si ces positions peuvent se distinguer de celles soutenues par leurs enseignants ou par les pairs. Alors, c'est perçu à ce moment-là comme un espace de liberté intellectuelle, je dirais davantage, qui vise à éviter la pression à la conformité. Donc, on pense vraiment à la classe comme un espace de délibération démocratique, un peu dans la foulée de ce que proposait Martha Nussbaum, et bien Amy Gottman aux États-Unis, en pensant à l'élève comme un être universel un petit peu. Mais en même temps, on se disait, si on voit la classe comme un safe space, on a besoin d'un certain nombre de règles. Et ces règles étaient définies notamment par un langage approprié, la condamnation du langage, évidemment, du vocabulaire haineux, le fait de laisser parler une personne à la fois, le respect pour les droits d'autrui et le respect de tenir différentes positions, le droit de confronter les idées et pas les personnes, d'encourager les étudiants à donner des raisons pour justifier leurs arguments et
de manière à ce que soutenir l'inclusion de tous les étudiants dans les discussions. Depuis, je dirais que la conception du safe space continue d'évoluer et peut-être est élargie non seulement à la sécurité ou à la liberté comme intellectuelle de s'exprimer, mais aussi à une sorte de protection aussi contre les discriminations de toutes sortes, ainsi que des micro-agressions. Un nouveau mot, mais qui, je pense, c'est quand même c'est facile à comprendre. Hein? C'est quelque chose qui, micro-agression, moi, d'après ce que je comprends, c'est que c'est vraiment des agressions qui découlent d'expériences, de sentiments, d'oppression et de discrimination historique ou actuelle qui peuvent influencer l'apprentissage et la réaction de certaines personnes, la souffrance, parfois à des contenus, des mots particuliers ou des méthodes d'enseignement, des attitudes, des manières de s'exprimer. La définition donc, de ces micro-agressions évolue rapidement parce que les personnes aussi ouvrent les yeux sur de nouvelles réalités qui sont devenues intelligibles grâce à des nouveaux mots. Et ces concepts deviennent importants pour interpréter leur propre expérience, notamment dans les milieux trans. Je pense que les mots évoluent rapidement, que ces mots-là sont importants parce qu'ils font partie d'une appropriation progressive de sa propre expérience et de son propre vécu. Donc, quel est le rôle finalement de nos milieux collégiaux et universitaires par rapport à ces nouvelles demandes? Comment situer les approches de pédagogie inclusive par rapport à cette notion ambiguë parfois de safe space ou mal comprise? Et finalement, se demander si nos espaces sont et doivent être des espaces sécuritaires et si oui, pour qui? Dans le symposium, un panel en particulier, à ma connaissance, a abordé ces questions, celui de Catherine Rouleau, Sylvain Lemay, Christiane Morin et Carole Lagrenade notamment. Certains y ont évoqué les peurs des profs, les peurs tout à fait légitimes, et j'en suis. Hein, nous, on a été quand même un petit peu bousculés aussi par tout ça dans le milieu universitaire. On a eu peur, j'ai des collègues qui ont voulu changer de carrière. Je pense qu'il y a des souffrances, il y en a eu des deux côtés, de tous les côtés finalement. Et donc, dans cet atelier, on disait que pour plusieurs profs, le nombre de mines, et l'image est quand même assez parlante, sur lesquelles on peut marcher devient préoccupant. En même temps, d'autres rétorquent qu'il faut avoir le droit à l'erreur et que l'empathie doit être réciproque. Si les étudiantes ont des droits, ils ont aussi des obligations et qu'il faut essayer de tenter, il faut tenter de créer des ponts, dialogue, et que ça se fait vraiment dans les deux directions. Anne-Marie Duval aussi disait qu'il faut s'assurer de répondre aux besoins des professeurs avant d'aborder la question des étudiants. Selon un petit peu le modèle du masque à oxygène dans l'avion. Donc, finalement, je pense qu'on peut se demander si l'espace sécuritaire peut être pensé aussi pour les profs, si on vise une perspective de dialogue et de réciprocité qui vise à éviter toute forme de polarisation et de crispation identitaire, de peur. On peut changer la diapo. Alors, d'autres pistes de réflexion inspirantes ont été notamment présentées dans un atelier à l'UQAM par mes collègues Geneviève Pagé et Isaac Bazier, que je trouve sont inspirantes en ce sens pour tous les profils d'étudiants, sans cibler une forme de diversité en particulier. Geneviève Pagé, par exemple, qui a publié sur cette question-là en 2019, nous dit « L'espace d'apprentissage est imparfait et peut reproduire, sans le vouloir, des rapports de pouvoir, mais est-ce qu'on peut viser la sécurité sans l'être nécessairement? » Elle nous dit, enseigner à ses étudiants en sciences politiques, que l'on ne naît pas avec la rectitude politique, avec la bonne manière de nommer, de désigner les choses et les personnes toujours, mais que les étudiantes, notamment en sciences politiques, mais aussi dans d'autres domaines, peuvent et doivent, à la rigueur, devenir des agents facilitateurs. Ça veut dire d'être patient et empathique.
Et ça veut dire, elle nous disait, de ne pas rouler les yeux tout d'un coup qu'on entend quelque chose qui nous déplaît, mais c'est peut-être d'être un petit peu bienveillant, puis d'être un agent, une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. Donc, d'être responsable dans ce processus-là. Aussi, mais il ne faut pas oublier que le groupe court, c'est une communauté. À l'UQAM, on a l'entente d'évaluation, mais même si on n'a pas l'entente d'évaluation, on peut avoir une discussion au départ sur notre vision de cette communauté-là, sur notre vision de la relation pédagogique. Puis en gardant en tête l'objectif principal, c'est que c'est ça, cette relation pédagogique-là qu'il faut maintenir à tout prix en santé, vivante et puis fluide. Puis peut-être que dans certains cas, il y a des adaptations qu'on fait qui ne seront que temporaires, qui seront plus ponctuelles. Mais il faut être conscient que notre espace scolaire n'est pas non plus complètement détaché de l'espace politique et que parfois on vit des moments de crise, il y a des plaies qui sont à vif et qu'il faut peut-être, en gardant l'objectif principal de la relation pédagogique en tête, accepter certaines choses qui peuvent des fois être, nous sembler différentes ou nous effrayer un petit peu parce que c'est très différent de nos habitudes actuelles, mais parce qu'il y a des besoins particuliers. C'est un moment qui est peut-être qui est plus choquant. Par exemple, rappelons-nous de l'après George Floyd, Joyce Echaquan au Québec, ou plus récemment, les 215 cas d'enfants autochtones découverts la semaine dernière. Donc, je pense que ça aussi, ce sont des éléments qui, nécessairement, vont peut-être créer des nouvelles tensions et qui vont peut-être créer des nouvelles attentes aussi. Certaines vont peut-être perdurer, d'autres vont être temporaires, mais gardez en tête vraiment l'importance de la relation pédagogique. Bon, les avertissements de contenu, ça peut être à discuter, ça peut être des pistes de réflexion, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Peut-être le choix de se retirer, quelque chose qu'on a souvent, plusieurs profs ont fait depuis longtemps, dans des cas où on peut présenter des contenus qui peuvent être soit violents ou perçus comme tels. Ça peut être intéressant. Lors des discussions aussi, le droit au silence peut être quelque chose à garder en tête. Le droit de parler de ce qu'on veut, mais le droit aussi de se taire si on n'a pas envie. Et une chose qui est, je pense, très, très importante et très évidente, mais peut-être des fois qu'on néglige ou qu'on oublie par habitude, c'est d'expliciter la pertinence de nos choix pédagogiques, de nos objectifs et de nos outils d'apprentissage au regard des objectifs du cours. Pourquoi on a choisi telle œuvre? Pourquoi on a choisi tel corpus? Pourquoi on demande de visionner telle capsule ou telle vidéo? C'est parce qu'on a décidé que c'était important. On ne provoque pas pour provoquer dans un cours. On provoque si on le fait pour une raison, parce que c'est important au regard de voire essentiel, au regard de nos objectifs pédagogiques. Et puis si ce ne l'est pas, bien, peut-être que c'est mieux de passer à autre chose. Mais on peut certainement parler de tout, présenter tout ce qu'il faut, mais vraiment en mettant l'accent sur la raison pour laquelle on fait ça. Souvent, ça permet d'éviter beaucoup de tensions et puis de conflits ou de malentendus. On peut changer la diapo. Maintenant, sur toutes ces questions, je pense que c'est important pour la suite des choses, d'après ce que j'ai entendu aussi depuis 3 jours, de mettre sur pied de nouvelles communautés de pratiques, pas seulement autour des outils pratiques, mais plus largement sur une conception inclusive, mouvante et évolutive de la diversité elle-même. C'est de faire attention, en fait, on est tous un peu comme ça, mais de faire attention de ne pas bureaucratiser la diversité, d'avoir un certain nombre de méthodes, des outils, puis une banque là, puis à laquelle on puise. Comme des fois, on a pu voir, ça peut être le cas, par exemple, dans certains services adaptés, c'est qu'on avait des logiciels, on avait des choses qui étaient très intéressantes, mais des fois, c'était pas toujours en parfaite adéquation avec les besoins étudiants. Donc, je pense que cette conception-là doit rester une conception évolutive pour s'adapter à tout ce qui va venir, qu'on ne connaît pas encore,
mais aussi penser des nouveaux projets interordres collégial universitaire pour faciliter l'arrimage entre les niveaux et faciliter la transition des étudiants entre le cégep et l'université. Échanger sur les bonnes pratiques, multiplier les conversations de corridor, les conversations officielles, et évidemment, des lieux d'échange comme ceux qu'on vit depuis 3 jours sont vraiment très, très précieux. Et poursuivons-les, pourquoi pas en ligne, hein, ou en hybride, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est facile d'accès. Poursuivre aussi la recherche locale et comparative pour cumuler les données probantes et fournir des arguments majeurs dans la poursuite du virage en pédagogie inclusive et l'engagement des institutions également. Favoriser les changements de culture aussi. Pauline, dans l'atelier de ce matin, nous parlait des cultures très différentes et de l'importance que ça avait dans l'enracinement ou non des méthodes de pédagogie inclusive, en donnant l'exemple, par exemple, de la culture néo-zélandaise, où je ne savais pas, mais le langage des signes, apparemment, est une langue officielle. Et de l'autre côté, elle nous partageait là, son expérience d'une culture plus de l'humiliation qui a pu, en tout cas, marquer, peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux, la culture académique française. C'est pas pour rien que Bourdieu travaillait sur le contexte français dans la reproduction. Hein? Alors voilà, ça peut être des éléments à penser. Et je vous laisse sur une citation que j'ai trouvée très éloquente de notre collègue Sylvain Lemay, qui a dit hier « Nous vivons dans une société qui a favorisé la création des situations de handicap. L'identité unique en tant que personne handicapée n'a plus sa place dans une société où la diversité est au cœur de nos pratiques. » Alors, moi, ça m'a vraiment amené à réfléchir. Alors, j'espère que vous aussi. Merci de votre attention. Merci à toi, Stéphanie. Merci beaucoup pour cette conférence. Oh, bon, ben merci quand même pour cette conférence exigeante, je dirais. C'est le mot qui m'est venu quand j'essayais de synthétiser un peu ce qu'on a entendu dans les dernières minutes. C'est exigeant comme travail de faire des liens. Bon, j'étais en train de dire que tu avais bien travaillé, Stéphanie. Merci, fallait que je me mouille. Ben oui. Raison de faire ça avant. Pas de problème. Non, je disais que c'était exigeant, cette conférence, dans le bon sens stimulant. Exigeant l'aller-retour que tu as réussi à faire entre un assez grand nombre de concepts plus théoriques, de références plus historiques, plus académiques, mais qui nous permettent vraiment de bien faire l'aller-retour justement entre les notions puis les enjeux qu'on a explorés dans les derniers jours, puis des enjeux qui sont plus vastes. Notamment sur la condition enseignante. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire cet appel de plus en plus grand à devenir des enseignants, des professeurs plus inclusifs, cet appel pour les institutions à devenir plus inclusifs aussi, mais tous les défis que ça représente. On demandait dans un atelier ce matin la signification du mot « momentum », parce qu'il y avait la question dans l'atelier juste auparavant qui nous demandait comment on fait pour capitaliser ou pour utiliser ce momentum. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi l'inverse du momentum qui est l'inertie. C'est sûr qu'il y a un certain momentum de ce temps-ci, mais il y a aussi encore une très grande inertie. C'est deux forces qui viennent en opposition. Et j'ai beaucoup aimé dans son expression, le jupon académique commence à sérieusement dépasser. Je pense que c'est peut-être une bonne expression pour le dire, que les biais, les postures, les habitus, pour prendre les mots de Bourdieu, bref, tous ces privilèges, en fait, tu as utilisé le mot aussi en début de conférence, toute cette inertie, en fait, cette accumulation, cette sédimentation, si on veut, qui nous a amenés au point où on en est, ça commence à apparaître, ça commence à goûter le sédiment là, dans l'eau académique. Donc, c'est le temps peut-être de se remettre en question, puis de donner une nouvelle impulsion, un nouveau changement
à ce monde académique-là, en se donnant une chance, en demandant de se faire donner une chance. Oui. Par nos institutions, de se donner le droit d'oser, se donner le droit d'expérimenter, se donner le droit de créer des données probantes. Souvent, en pédagogie inclusive, tu l'as bien souligné aussi, on reproche l'absence de données probantes, mais ça ne pousse pas dans les arbres, les données probantes. Il faut avoir le droit d'expérimenter, il faut avoir le droit de monter de la recherche qui va pouvoir nous donner ces fameuses données probantes-là qu'on souhaite tant. C'est la période de questions. J'ai dit mes premières impressions sur ta communication. Je vois ton doigt. J'avais juste un petit point à ajouter, mais très rapidement sur ce que tu viens de dire sur les données probantes. J'ai pensé que moi, je fais partie du comité de programme du BES, là, bac en enseignement secondaire à l'UQAM. Puis je sais qu'on est en réforme, puis qu'on n'est pas les seuls dans d'autres universités aussi. Et que l'idée, c'est surtout avec cette réforme-là de faire deux choses. Plus de place au stage, comme colonne vertébrale des programmes, mais plus aussi de place pour la recherche appliquée à l'enseignement. Et donc, chez nous, je pense que c'est le cas ailleurs aussi, on va intégrer un cours de recherche dans lequel on va inviter les étudiants à expérimenter une petite recherche tout petite dans leur cours, mais pour les initier à ce réflexe-là, puis à poursuivre en formation continue après ça. Et donc, je me disais que ça peut être des bonnes occasions pour un stagiaire de mettre en place une mesure toute facile et de voir si elle a des effets selon les groupes et tout ça. Ça peut être facile, les données probantes, quand on a le temps et qu'on est encadré. Pour commencer, exactement. J'aimerais maintenant qu'on puisse donner l'occasion aux participants de poser leurs questions, formuler leurs commentaires. Il y a quelques commentaires qui ont été formulés au fur et à mesure dans le clavardage, mais vous avez la possibilité de poser vos questions immédiatement, soit en utilisant le module par écrit ou tout simplement en levant la main, auquel cas on pourra vous donner la parole avec les moyens techniques qui nous sont impartis. Donc, ce serait le moment. Je vais juste mettre la bonne fenêtre pour voir les mains qui se lèvent. Sinon, je peux moi-même continuer en posant une petite question. C'est une question qui va peut-être apparaître un peu technique en laissant le temps aux gens de penser à leurs affaires. Sur la notion de capacité, c'est une notion dont j'aimerais t'entendre parler. C'est quelque chose dont j'ai un peu, justement, eu connaissance dans le cadre de mes lectures dans les dernières années, mais peut-être en faisant référence à Mme Potvin ou simplement à la notion en tant que telle. Comment est-ce que tu vois que cette notion-là de capacité ou de la considération de nos propres étudiants sous cet angle-là peut donner un nouvel éclairage, un nouveau souffle peut-être à une éducation plus inclusive? Je pense que c'est vraiment de donner... c'est la capacité, mais de donner les moyens pour exprimer ses capacités, des occasions, merci, de donner, de pouvoir permettre à une personne, en fait, d'exprimer ses capacités. Alors, de trouver le mode de fonctionnement qui lui convient, de lui donner l'objectif, mais de la laisser déployer peut-être les moyens qui lui conviennent. Alors, ça permet peut-être de retirer le focus sur une certaine différence, polarité entre les apprenants typiques et les apprenants qui sont particuliers ou les gens avec des besoins particuliers et les autres. C'est plutôt de dire que tout le monde a des capacités, mais justement, il nous faut des occasions, des moyens peut-être différents pour exprimer ces talents-là, ces forces, ces dons. Et c'est dans le chemin qu'on peut prévoir un petit peu plus là, de latitude ou de possibilités. Puis je pense que c'est là que peut agir l'éducation inclusive de manière globale, sans cibler des personnes en particulier, mais en se disant, mais pourquoi on ne mettrait pas l'accent sur un objectif et puis de penser des chemins différents. Pour moi, les capacités, c'est vraiment des chemins pluriels pour arriver à un objectif commun. Ça peut être dans l'évaluation, ça peut être dans l'engagement, la régulation, la motivation, les supports pour apprendre. Là, après ça,
toutes les façons sont bonnes, la façon de penser l'environnement physique, l'accès au contenu, le choix des œuvres, tout ça. Mais voilà, c'est ce que je vois comme élément très Ça me simple. rappelle un peu, ça me sonne un peu aussi la distinction, peut-être que sur laquelle on insiste un peu plus dans le milieu collégial que dans le milieu universitaire, parce que, bon, c'est peut-être une caractéristique de la différence de niveau, mais la différence entre ce qu'on nomme la réussite académique ou la réussite scolaire et la réussite éducative, au sens où l'école peut aussi être un lieu où, pour reprendre un slogan publicitaire de je ne sais pas trop quelle compagnie, on peut devenir qui on est. C'est ça. Peu importe ce que ça veut dire, les objectifs ne sont pas nécessairement prédéterminés. C'est-à-dire que les objectifs d'évolution, d'épanouissement, de développement, d'actualisation du potentiel peuvent devenir propres à chaque individu, à chaque groupe de personnes, peut même être changeant dans le cours d'un parcours scolaire. C'est pas interdit de changer d'idée dans la vie, de dévier, de bifurquer, peut-être parce qu'on n'allait justement pas dans la bonne direction qui était celle qu'on demandait de suivre. Donc, ça me semble peut-être aussi un des aspects qui pourrait éclairer cette conception-là de l'éducation. Je vois deux mains qui ont été levées. C'est Catherine de Dawson. Donc, Catherine, est-ce que tu es capable d'activer ton micro? Ça devrait. Bonjour Stéphanie, je suis très heureuse de te revoir. Oui. Et merci pour la conférence, c'était magnifique, les liens étaient vraiment très pertinents. Moi, j'ai accroché avec l'EDI, équité, diversité et inclusion. C'est quelque chose qui se fait dans les universités, parce que j'ai vu aussi à l'Université de Montréal. Je ne sais pas si on a ça au collège, on commence à s'y pencher. Mais je me disais que on en parle dans notre communauté de pratique, les profs en humanities essayent d'avoir comme un bureau, enfin, on fait un petit groupe pour voir comment ils allaient engager des nouveaux profs. Ils soient représentants de la diversité, et le fait que les étudiants aient des modèles, c'est super important. Donc, je ne sais pas comment ça se joue dans le milieu universitaire, en fait. L'équité, diversité, inclusion au sens large, en fait, ça commence. Je pense que le plan d'action comme tel a été signé en 2018, dont je vous parlais. Mais nous, on en entend parler là, au comité de la recherche, entre autres, dont je fais partie à la faculté depuis 2020. Alors, c'est très, très nouveau. Puis là, on est à définir ce que c'est l'équité, la diversité, l'inclusion, puis de voir que c'est pas seulement quelque chose tout d'un coup qui doit reposer sur notre bonne volonté là, dans nos classes. Non. C'est quelque chose qu'on doit intégrer à nos recherches, parce que quand on fait des demandes de subventions maintenant, c'est le cas aussi pour vous au milieu collégial maintenant, c'est qu'on doit être montré qu'on est vraiment, qu'on respecte et qu'on alimente le DI. Alors, dans les méthodes, dans le cadre théorique et tout ça, les participants. Et on doit aussi montrer que, justement, les embauches sont faites en fonction de plus en plus de ces principes-là. Ça fonctionne avec des cibles. Je ne sais pas si ça s'est rendu dans les universités, mais en tout cas, c'est en discussion. Donc, il y a des cibles, parce que sinon, si ça repose juste sur la bonne foi, ça risque d'être beaucoup plus long. C'est le cas aussi dans les chaires. Il y a des cibles qui sont maintenant, par exemple, on a en ce moment un concours de chaires à l'UQAM, puis ça doit être le cas ailleurs, là, j'imagine, qui n'est accessible qu'aux 4 catégories ciblées par EDI, donc femmes, minorités visibles, autodéclarées bien sûr, personnes en situation de handicap ou autochtones. Et c'est parce que les taux, c'est que c'est complètement disproportionné. La plupart sont des hommes blancs. Il n'y en a presque pas d'autres personnes qui ont des chaires. Alors ça, c'est une façon. Sinon, la façon dont ça fonctionne, c'est que vraiment, il y a une étape de sensibilisation. Et puis, il y a beaucoup de départements aussi, ça, je pense que ça peut vous intéresser, qui forment des comités EDI et qui vont, par exemple, publier sur leur site web, comme c'est le cas en philo à l'UQAM. Je vous invite à consulter la page, c'est fort intéressant. Je peux peut-être vous mettre même la référence tantôt là, dans le chat, qui propose des trucs
très, très concrets, des astuces aux enseignants pour essayer de sensibiliser à ces idées-là. Mais je vous dirais que c'est plus, en tout cas dans l'atteinte UQAM, là, c'est plus pensé en termes postcoloniaux, parce que c'est plus la poche UQAM. Alors, moi, quand je lis ça, je retrouve peut-être moins pas le focus, mais l'attention portée, par exemple, sur des étudiants en situation de handicap ou des étudiants juste qui vivent des situations différentes, des problèmes de santé mentale. En ce moment, je dirais, je ne veux pas être péjorative, mais il y a quand même des modes, hein? Puis c'est important, mais ça fait que peut-être les autres aspects de la diversité sont peut-être un petit peu moins mis à l'avant-plan. Donc, c'est à voir comme une source parmi d'autres d'inspiration. Je mettrai le lien dans le chat. Merci beaucoup. Merci. On a Alex Forgue, qui est une étudiante, preneur de notes, mais qui a aussi bien écouté, qui avait une question, un commentaire à formuler. Alors, Alex, à toi la parole et l'image. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, c'est ça. Moi, je suis étudiante au Cégep du Vieux-Montréal puis à Concordia en septembre. Puis j'ai trouvé ça intéressant de souligner, dans le fond, l'importance aussi d'un safe space pour les enseignants. Parce que moi, de ce que je vois des autres étudiants, des fois, c'est qu'on n'est pas très indulgent avec les professeurs. On oublie que toutes ces réalités-là s'appliquent aussi à eux. Donc, je n'avais pas pensé à ça encore durant les 3 jours. Donc, je te remercie d'avoir souligné ça. Mais merci à toi pour les notes aussi. Très bien faites. Oui, il faut dire effectivement que c'est à partir des notes d'Alex et des autres preneuses de notes que Stéphanie a pu préparer sa conférence cet après-midi. Entre autres, j'ai beaucoup assisté aussi. Oui, entre autres. Je ne vois plus de main levée ni de questions dans le module de questions. Donc, je n'ai plus non plus beaucoup parlé. On pourrait en parler pendant des heures, toute la nuit, toute la semaine. Mais peut-être que ce serait le temps, par contre, de te remercier encore une fois, Stéphanie, pour cette très bonne conférence de fermeture qui a rempli à 100% son mandat, c'est-à-dire de regarder un peu derrière ce qui s'est fait les 10 dernières années, l'état des lieux qu'on a pu en faire dans les 3 derniers jours, mais surtout aussi tourner notre regard vers ce qui s'en vient à partir de la situation dans laquelle on est présentement. C'était très, très intéressant, très stimulant. J'ai personnellement des choses à lire et à aller chercher pour plusieurs semaines. Alors, un bon été. Mais moi, j'aimerais aussi vous remercier à mon tour pour vraiment l'ampleur, la profondeur, la qualité des travaux qui ont été réalisés depuis 3 jours. Je suis aussi, de mon côté, très inspirée pour la suite des choses. J'ai beaucoup de nouvelles idées en tête, donc ça montre à quel point c'est important la pollinisation, que quelqu'un disait, ou la fécondation réciproque là, des milieux, des personnes, de sortir des mêmes milieux tout le temps. Alors vraiment, ça a été un immense bonheur et je vous remercie. Puis je suis très, très contente aussi de revoir Catherine Soleil, Laure Galipeau, et puis des visages Effie, et puis toi, Paul. Toujours un très grand plaisir de te revoir. Alors merci, puis bonne suite à ce travail commun. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et là-dessus, je vais passer la parole à Pauline qui apparaît parfaitement au bon moment. Merci beaucoup, Paul. Donc, ça conclut ce symposium sur la pédagogie inclusive. Alors, je pense que je peux parler au nom de tout le comité organisateur quand je dis que je vous remercie déjà d'avoir participé à ce symposium, d'avoir été là. C'est en grande partie grâce à vous si le symposium a été un succès. Merci également à tous les présentateurs, les conférenciers, les conférencières, les panélistes, donc toutes les personnes qui ont participé. On avait des enseignants, des enseignantes, étudiants, étudiantes, des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques. Donc, on a vraiment eu une grande diversité. Et on vous remercie encore d'avoir été des nôtres pour cette aventure. Alors, avant de donner la parole à nouveau à Catherine Soleil, Laure Galipeau et Effie Constantinopoulos, qui sont les 3 personnes chez qui l'idée de ce symposium a émergé en tout premier lieu.
Je voudrais juste vous rappeler que tout le contenu de ce symposium va vous être disponible pour une durée de 6 mois. Donc, toutes les conférences ont été enregistrées. Vous avez, et en tant que participant inscrit au symposium, vous avez un accès exclusif à tout le matériel du symposium. Donc, ça inclut le visionnement des vidéos, mais également les PowerPoint et le matériel complémentaire partagé par les participants, les participantes. Également, on vous encourage beaucoup à garder le contact. Donc, un des objectifs de ce symposium, c'était vraiment de créer l'interaction, de faire en sorte que les personnes se parlent. Je ne sais plus qui n'avait mentionné ça à un moment donné, mais ce besoin que les personnes se parlent, donc pas juste en petits groupes, mais aussi entre les différentes professions, entre les différents milieux. Comme le mentionnait Stéphanie tantôt, oui, c'est bien qu'il y ait ces événements-là qui aient lieu pour rassembler les gens, mais après, on doit poursuivre l'effort pour essayer de continuer ce bel élan que vous nous avez donné pendant ce symposium. Alors, je vais redonner la parole à Catherine, Laure et Effie qui voudraient s'adresser à vous une dernière fois pour clôturer ce symposium. Une toute dernière fois, encore une fois, pour vous dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'avoir permis de réaliser notre rêve, de nous rassembler ensemble et de pouvoir échanger, partager et voir, agir pour construire finalement cet environnement plus inclusif. Alors, un immense merci à vous tous. Moi, je voudrais ajouter pour l'esprit collaboratif, pour l'accueil et le grand plaisir de travailler ensemble, un grand merci au CRISPECH. Et enfin, pas la dernière, mais notre héroïne, pour sa bonne humeur, sa zénitude, son grand calme et sa grande force de travail, un grand merci à Pauline. Merci à vous les filles, ça a été un grand plaisir de travailler avec vous, de voir aussi votre passion pour la pédagogie inclusive, parce que je pense que ça prend des gens passionnés comme vous aussi pour faire avancer les choses. Donc, merci aussi d'avoir eu cette idée de symposium. J'ai vraiment été heureuse de faire partie de l'aventure. Donc, merci à vous. Et merci aussi à toute l'équipe, donc Roch, Émilie également, Leslie qui nous a beaucoup aidé pendant le symposium, Paul également qui faisait partie du comité organisateur. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Et Diane aussi. Et Diane aussi également. On n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup pendant le symposium, du moins en vidéo, mais elle a fait beaucoup de travail évidemment en arrière-plan. Alors, pour conclure ce bel événement, je vais donner la parole à Roch Ducharme, qui est le directeur du CRISPECH et qui voudrait vous adresser un dernier petit mot. Je voulais juste, comme vous venez de le faire, remercier tout le monde, en commençant par les présentateurs, présentatrices, animateurs, animatrices, tous les panélistes, sans quoi on n'aurait pas eu un symposium aussi inspirant. Mais surtout les participants, participantes. Les échanges ont été riches en émotions également. Et ça va nous nourrir. C'est de nouvelles matières à réflexion qui vont alimenter sans doute plusieurs discussions et pour nous, plusieurs recherches à l'avenir. Puis je voulais à mon tour souligner qu'un symposium comme ça, c'est pas possible sans un comité organisateur hors pair. Et donc, je voulais remercier, entre autres, les 3 cofondatrices de la communauté de pratique UDL à Dawson, donc Laure, Catherine et Effie. Merci beaucoup. Je me permets de remercier nos invités d'honneur, Cathy Novak et Stéphanie Tremblay. À l'assistance technique, on avait Miguel, Iba et Maggie. À la prise de notes, on a eu Alia, Maïka, Alex, Anne-Laurence et Ariane. Mais vraiment, particulièrement, en mon nom personnel et au nom du comité organisateur, je fais un concert d'éloge à Pauline Claude, notre chef d'orchestre de cet événement. Un très grand merci. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans vos démarches
vers l'inclusion et à espérer de vous revoir lors des prochaines activités du CRISPECH. Donc, merci et à la prochaine.